Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc cette année, on va travailler sur les étoiles et les trous noirs. Donc, dans cette première séance, nous allons parler de la formation des étoiles qui se forment au sein des nuages moléculaires. Et comme vous le voyez déjà dans cette couverture ici, on a beaucoup d'instruments qui nous donnent beaucoup d'enseignements. Par exemple, le télescope spatial Hubble, le HST, qui nous montre, ici vous avez des proplides. Qu'est-ce qu'on veut dire par proplide? C'est des disques protoplanétaires. Donc une étoile s'est formée au milieu et puis il y a un disque qui va former les planètes. Donc on en voit un grand nombre et puis on va voir avec le James Webb Telescope qui a été lancé récemment énormément de résultats. Donc déjà les grandes lignes que l'on va aborder pendant cet exposé sont d'abord à grande échelle, qu'est-ce que sont les grands nuages moléculaires qui vont donner naissance aux étoiles, donc leur formation, comment ils se structurent, comment ils se fragmentent, etc. À petite échelle, ensuite, lorsqu'on a formé un cœur dense, comment s'effondre une étoile, est-ce qu'elle vraiment c'est efficace? En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de turbulences de champs magnétiques qui empêchent les cœurs de former des étoiles. Et puis, une fois qu'elle s'est formée, on va regarder les étapes du collapse. Est-ce qu'on va avoir des effets de rétroaction qui vont éjecter le gaz de façon perpendiculaire au disque qui s'est formé ou des flots bipolaires, etc. Donc les nuages moléculaires, j'ai repris un article qui a donné le coup de vent en fait à cette étude. C'est la découverte de la molécule CO, qui est la molécule de monoxyde de carbone. Ici, c'est un papier de Bob Wilson, qui est même avec 3 auteurs, Wilson, Jefferts et Penzias. Ce sont les Penzias et Wilson, ceux qui ont obtenu le prix Nobel pour avoir découvert le fond cosmologique à 3 degrés Kelvin. Et c'est les mêmes qui ont regardé. Alors ici, c'est une image que j'ai prise dans leur papier d'origine. Vous voyez ici, on a le flux, le signal émis par le télescope en fonction de la fréquence. Donc, par effet Doppler, la fréquence va nous donner la vitesse du gaz qui émet. Et ici, ils avaient des points en chaque canal de fréquence. C'est un petit peu historique, ce profil. On a beaucoup mieux aujourd'hui, bien sûr. Et donc, ce qui est remarquable, que je l'ai regardé récemment, cet article ne faisait que 2 pages, même 1 page et demie. C'est vraiment très, très concis. Et il y avait un abstract d'1 ligne que j'ai retransmis ici, et qui est, nous avons trouvé la raie à 2,6 mm de longueur d'onde, donc c'est des micro-ondes, dans 9 sources de la Voie lactée, et nous l'attribuons au monoxyde de carbone. Voilà, c'est la découverte du monoxyde de carbone. C'est vraiment historique parce que c'est grâce au monoxyde de carbone que l'on peut faire la cartographie dans toutes les galaxies, la Voie lactée et les galaxies extérieures, de l'hydrogène moléculaire. Alors pourquoi l'hydrogène moléculaire? Vous savez que dans les milieux interstellaires, ce qui domine, c'est l'hydrogène, évidemment. Il y a de l'hydrogène atomique, qu'on appelle H1, la première source, et puis l'hydrogène moléculaire. Dès que l'hydrogène est dense, il devient moléculaire. H2, la molécule H2, et cette molécule est symétrique. Donc elle n'a pas d'élément dipolaire entre les 2 molécules, donc elle ne rayonne pas. Elle ne rayonne pas surtout lorsque le gaz est froid. Et en effet, ce gaz dans le milieu interstellaire est très froid, 10 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 260 degrés Celsius. Et donc, pour avoir des raies de H2, il y en aura, mais beaucoup plus haut, à 500 degrés Kelvin, et puis beaucoup plus faible, car il va falloir attendre le quadrupôle et non pas le dipôle. Par contre, la molécule CO, c'est la molécule la plus abondante dans le milieu interstellaire après la molécule H2, et elle a pourtant une abondance de 1 pour 10 000, donc ça paraît faible, mais c'est la plus abondante, et c'est un traceur, on s'en sert de traceur pour tracer le H2 que l'on ne voit pas, qui est invisible. Donc, par exemple, il y a un article récent, un autre Wilson d'ailleurs, qui n'a rien à voir, en 2005, qui a cartographié la zone de Orion, un nuage moléculaire proche, vous voyez, qui s'étend sur plusieurs degrés, il y avait la longitude et la latitude, et ici vous avez une couleur qui donne l'intensité du signal, donc l'intensité de la colonne densité de molécules qu'il y a sur la ligne de visée. Donc c'est comme ça qu'on peut tracer le gaz. Alors ici, je rappelle un petit peu la structure de cette molécule CO qui est fondamentale. Donc pour tracer tout le gaz moléculaire de toutes les galaxies, on regarde ce gaz moléculaire jusqu'au Big Bang et on peut regarder les galaxies primordiales. Et c'est grâce à cette molécule CO qu'on va tracer ces galaxies et donc la formation d'étoiles. Il y a des niveaux de rotation. Le premier niveau, qui fait tomber d'un niveau 1 à un niveau 0, qui est la première rotation, eh bien, elle correspond à une énergie de 5,2 Kelvin. C'est pour ça que le milieu interstellaire, qui est froid à 10 degrés, il émet beaucoup dans ces 2
première raie de rotation de CO. Alors, comme c'est une rotation, la molécule est excitée par collision avec une molécule d'hydrogène moléculaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'hydrogène moléculaire pour que cette raie soit excitée et qu'on la observe. Et donc, c'est pour ça que c'est un très bon traceur du gaz moléculaire. Donc, on a pu faire ainsi des cartographies de la Voie lactée, par exemple, notre galaxie. Vous voyez ici la vue de notre galaxie avec longitude et latitude galactique. Ce qui frappe ici, c'est que le plan de la galaxie est très, très, très mince. Et puis, vous allez me dire, mais il y a plein de choses un petit peu au-delà. Oui, parce que le Soleil est dans le plan de la Voie lactée. Et donc, il y a des tas de nuages moléculaires qui sont au-dessus de nous et au-dessous de nous, même si le plan est très mince. Donc, tout ce qui va au-dessus, là, ce sont des nuages proches. Donc, tout ce qui est loin est dans le plan, très mince. Alors, pourquoi il est mince? Parce que c'est du gaz froid qui est en collision, qui rayonne, et qui perd de l'énergie et qui s'équilibre dans un plan très mince. Alors là, on voit jusqu'au centre de la galaxie, même au-delà, on voit toute la galaxie jusqu'au bout. On voit que le disque moléculaire est très mince. Par contre, tout ça, c'est des nuages proches, et c'est pour ça qu'ils s'élèvent en latitude. Ici, vous voyez Orion, ce qu'on avait la carte tout à l'heure de Bruno Wilson, cette région-là, c'est Orion. Alors, non seulement vous avez, grâce à la molécule CO, l'intensité de ces molécules, vous pouvez faire une cartographie de la Voie lactée et d'autres galaxies, mais vous avez aussi la vitesse par effet Doppler, puisque c'est une raie. Et donc, ça nous permet d'avoir une carte, par exemple, position-vitesse, et c'est la longitude-vitesse. Et on voit à quelle vitesse est cette molécule. Donc, comme la galaxie tourne comme un disque sur elle-même, il y a une vitesse de rotation. La vitesse nous indique la distance, en quelque sorte. Si on fait un modèle de rotation de la galaxie, on voit qu'il y a la galaxie est loin et à une vitesse plus grande. Ici, par exemple, les vitesses sont très petites par rapport au Soleil. Alors, ce qui est peut-être frappant, c'est que vous avez une vitesse très très grande. Ici, c'est la vitesse en verticale, plus ou moins 200 km par seconde. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, c'est bizarre. Si vraiment la galaxie avait des orbites circulaires, on devrait voir zéro en ce point-là, puisque les cercles qui tournent autour de 0,0, c'est-à-dire le centre de la galaxie ici, les cercles seraient tangents au plan du ciel, donc on ne devrait pas voir d'effet Doppler. Et en effet, on en voit un énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a une barre dans la galaxie, une très forte barre. La galaxie, c'est une galaxie spirale barrée. On le voit tout de suite, là, on voit bien que le gaz vient vers nous et puis s'en va. Donc c'est une barre qui est presque sur la ligne de visée à 20 degrés. Donc ça, c'est la barre. Et puis ce que vous avez aussi, c'est une distribution de gaz qui n'est pas homogène du tout et qui a des bras spiraux. Et on les voit, les bras spiraux ici, avec des trous entre les bras de spiraux, l'interbras. Donc vous voyez que cette molécule est très intéressante pour cartographier. Alors il n'y a pas que la molécule qui est un traceur de ce gaz, il y a aussi la poussière. Le gaz est intimement relié à la poussière. Ici, vous avez une carte de poussière. Vous reconnaissez la Voie lactée, telle que vous la voyez cette fois-ci avec la lumière visible. Alors on n'a pris que 90 degrés, hein, ici l'autre était de 180, donc on a fait une coupe. On a pris le centre, on a un bulbe. Vous voyez que les étoiles, c'est un disque qui est beaucoup plus épais que le disque moléculaire qui était très mince. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les grains de poussière. Alors qu'est-ce que c'est que la poussière? C'est des petits grains de silicate avec du carbone et avec un petit peu de fer aussi. Donc il y a des petits grains qui ont une taille de 0,5 à 1 micron. Ils absorbent beaucoup la lumière visible qui est de 0,5 microns de longueur d'onde. Donc on voit des étoiles et on voit en fait la poussière que celle qui est devant. On ne voit pas très loin. Ici, la poussière qui est derrière, eh bien, elle sera cachée par les étoiles qui en sont devant. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a choisi uniquement les nuages moléculaires qui étaient proches, avec une faible vitesse, et on voit que ça correspond exactement. Vous avez les mêmes structures. Donc on voit bien que le gaz moléculaire est relié à la poussière. Alors il y a la poussière absorbe, et puis elle réémet en infrarouge. Donc vous pouvez avoir aussi un autre traceur du gaz moléculaire par la poussière qui émet dans l'infrarouge. Elle est à peu près à 20 degrés Kelvin lorsqu'elle rayonne. Et vous voyez que quand on compare avec le CO, encore une fois le nuage moléculaire, on a à peu près la même structure. Donc la poussière est un bon traceur. Et puis on peut aussi comparer avec le gaz atomique, celui qui est très peu dense. Alors là, il ne ressemble pas tout à fait, même pas du tout, si on peut dire. Enfin, c'est quand même un disque. Pourquoi? Parce que le disque de gaz H1 est beaucoup plus étendu dans la Voie lactée. Vous pouvez aller jusqu'à 4 fois le rayon optique, c'est-à-dire le rayon des dernières étoiles, à peu près 12 kg/sec.
Et pour le CO, c'est exactement pareil, parce que pour avoir l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, donc la molécule CO, il faut qu'il y ait eu des étoiles qui rejettent ces éléments qu'elles ont construits au sein de leur étoile dans le milieu interstellaire. Ce sont des éléments qui ne sont pas fabriqués dans le Big Bang comme l'hélium et le deutérium, donc vous avez besoin d'étoiles. Donc dès que les étoiles s'arrêtent, vous n'avez plus de CO, vous n'avez plus de poussière. C'est pour ça que ces deux se ressemblent, mais pas le H1 qui va très très loin. Et en plus, vous voyez que le plan n'est pas très mince comme le gaz moléculaire, mais il est beaucoup plus épais. Pourquoi? Parce que le disque est tordu. Au bord de la galaxie, il est tordu, il est warpé, donc on voit un warp qui vient vers nous. Et donc, vous voyez que ça donne une information différente, mais pas égale à celle du gaz moléculaire. Alors maintenant, on va s'intéresser à la structure de ce gaz, comment il va s'effondrer, comment il est distribué en nuages. Donc, quand on regarde une structure d'une partie de nuage moléculaire, par exemple celle qui est autour du taureau ici, vous avez une taille ici de 30 degrés sur le ciel. Ici, vous avez une taille de 10 degrés. On a l'impression de la même chose. En fait, on a l'impression d'une structure qui est autosimilaire, qui se ressemble à n'importe quelle échelle. On peut la comparer, si vous voulez, à une poupée russe. On a une poupée russe, à l'intérieur une autre, etc. Ou même à des boîtes de vaches qui rient. On avait autrefois de ces boîtes de fromage où il y avait sur le dessus une vache qui avait pour boucle d'oreille une boîte de vaches qui rient qui avait ensuite et ainsi de suite. Donc vous aviez une récursion, une récursivité d'images qui se ressemblent et qui sont autosimilaires. Et donc c'est un petit peu ça, les nuages moléculaires. Vous avez une image ici, mais vous ne pouvez pas savoir, si je ne vous avais pas dit que c'était 30 degrés, si c'était 1 degré, 10 degrés ou 30 degrés, c'est à peu près la même structure. Ici, en fait, c'était le zoom de cette partie-là. Mais on peut aussi faire la même chose avec la carte de la Voie lactée qu'on a montrée. Ici, on peut faire un petit extrait. Vous voyez, ça, c'est des nuages moléculaires. Vous avez 30 degrés. On peut faire un zoom, on a quelque chose comme ça. Ici, on a seulement 1 degré, mais toutes ces cartes se ressemblent. Évidemment, ce n'est pas identique, mais l'aspect, la forme et le fait qu'il soit granulaire, un petit peu fragmenté avec pas mal de vide, c'est le même aspect pour toutes les échelles. Donc, c'est ce qu'on appelle indépendant d'échelle, ou bien ce qu'avait appelé Mandelbrot un fractal, parce que c'est auto-similaire à n'importe quelle échelle. Alors, on a essayé de faire une petite simulation de ce fractal, ici, avec un modèle très très simple. On distribue à une échelle donnée, à un niveau donné, mettons un niveau 1, vous avez un nuage qui tout d'un coup va s'effondrer par sa propre gravité. On imagine la physique derrière qu'il va s'effondrer. Il va se fragmenter en plusieurs morceaux. Alors imaginons qu'on va se fragmenter en 3 à 10 morceaux à chaque échelle. Et puis au niveau suivant, alors là c'est 9 niveaux qui ont été simulés. Au niveau suivant, on prend un petit fragment et on le fragmente encore en 3 et 10, et puis un autre fragment, et ainsi de suite, une récursion comme celle-ci. Donc vous voyez un petit peu le principe, on a un nuage ici qui se fragmente en 3 ou 4 nuages, et chacun va se fragmenter en petits nuages, et ainsi de suite. Et vous avez 9 niveaux comme cela. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on le projette et qu'on essaie de regarder cette image? Voici, vous avez plusieurs images comme ceci de la simulation. Et en fait, ça dépend beaucoup de cette dimension fractale, de la dimension qui caractérise cette structure autosimilaire. Alors, ce fractal, cette dimension, c'est quoi? Eh bien, par exemple, la masse qui est comprise à l'intérieur d'un certain rayon R est proportionnelle à ce rayon R à une certaine puissance D. Alors, par exemple, si j'avais un gaz homogène de même densité et qui occupe tout l'espace, évidemment, la masse serait proportionnelle au volume, R au cube. Donc, vous auriez une dimension 3 pour un gaz homogène. Là, il n'est pas tout à fait homogène, vous voyez, pour la dimension 3, puisqu'on l'a fragmenté, mais tout de même, on a l'impression, en surface, qui remplit tout l'espace. Donc, c'est quelque chose qui a une dimension 3. Ici, c'est une dimension 2,5, donc quelque chose de plus contracté. Et puis 2, et puis 1,5. Vous voyez qu'ici, on a réparti la même masse, en fait, le même nombre de nuages, la même masse de molécules. Et on voit que le milieu interstellaire, il se situe entre ces deux-là. Donc, on peut avoir énormément de matière, mais il y a beaucoup de vide quand même dans cette matière. C'est quelque chose de très, très poreux. Alors, évidemment, ça, c'est un modèle très, très simple. Vous avez des nuages qui sont bien séparés, circulaires, ce n'est pas le cas du tout. En réalité, on a plusieurs milieux internuages. Par exemple, une simulation qui a été faite de façon hydrodynamique, vous avez à l'interface, il va y avoir un mélange entre un nuage et puis l'internuage. Ici, vous avez la température. Alors, un nuage qui est condensé, très dense, il va être plus froid, puisqu'il va être rayonné.
et un nuage moléculaire très dense, il va être très froid, et puis ensuite le milieu internuage qui va être beaucoup plus dilué, il va être plus chaud. Donc ici on a la température plus chaude, rouge et bleu, comme vous voyez. Et puis la densité, c'est pareil, la densité est très forte dans le nuage froid, et puis plus faible dans l'internuage. Vous voyez qu'ici on a des vitesses entre les nuages, et il va y avoir des instabilités à l'interface, qu'on appelle instabilité de Kelvin-Helmholtz, ce que vous voyez d'ailleurs dans les nuages atmosphériques dans le ciel. Vous voyez souvent de ces instabilités-là. Et à la surface, on le voit en température, en densité, en pression, etc., en vitesse. Et ceci montre bien que l'idée d'un nuage bien séparé qui n'interagit pas avec le reste est un petit peu idyllique. Donc ce que vous allez avoir, ce n'est pas un seul fractal, mais un multifractal, en fait, grâce à ces interactions. Alors justement, ça a été un petit peu exploité et comparé avec les observations. Ici, vous avez l'observation en infrarouge d'un filament du milieu interstellaire. En fait, les nuages ne sont pas ronds, ils ne sont pas sphériques, ni quoi que ce soit, ils sont plutôt filamentaires. Et on a une structure fractale de filaments, c'est-à-dire qu'on a des filaments à l'intérieur de filaments, comme il est indiqué ici. Ici, vous avez environ 6 parsecs de taille. Un parsec, c'est 3 années-lumière, donc ça vous fait pas mal 20 années-lumière. Donc ça vous donne une idée de la taille d'un nuage moléculaire filamentaire, et c'est à l'intérieur de ces nuages moléculaires que vont concentrer la masse et former des étoiles. L'épaisseur est assez faible, entre 0,1 et 0,5 parsec. Vous voyez, c'est assez long par rapport à la taille. Et puis, les simulations montrent qu'en fait, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas qu'un seul fractal, il y en a plusieurs. Et si c'était régulier, on aurait eu une distribution log normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une gaussienne, en quelque sorte, quand on pense en logarithme. Et en fait, on a quelque chose qui est un tout petit peu plus perturbé. On a des événements rares, des intermittences, etc. Et sans doute qui sont reliés à la formation de ces étoiles. Alors, ce fractal, les gens se sont posé la question, est-ce que c'est un fractal en surface ou en volume? On n'a pas la dimension, la troisième dimension en milieu interstellaire, parce qu'on a bien des vitesses dans la troisième dimension, mais c'est une dispersion de vitesse. On n'a pas de vitesse ordonnée, donc on ne peut pas vraiment, comme par exemple pour une galaxie qui tourne, on sait grâce à la rotation un petit peu localiser sur la ligne de visée les nuages. Ici, on ne peut pas. Alors, vous voyez qu'on ne sait pas exactement si c'est... Alors ici, il y a des images pour illustrer, pour représenter ce qu'est à 2 dimensions. Tout ce que vous avez à droite est à 2 dimensions et tout ce que vous avez à gauche est à 3 dimensions. En bas, c'est des fractales mathématiques que vous devez avoir vu très souvent. On peut construire un fractal par récursivité, un petit peu comme un nuage qui est à l'intérieur d'un nuage et ainsi de suite. Donc ça, c'est un fractal mathématique. Ici, vous pouvez penser à une côte géographique, par exemple, la côte de France a beaucoup de ces fractales-là, et puis à 3 dimensions, un autre. Donc ce qu'on pense, c'est qu'on a un mélange des deux pour le milieu interstellaire, à la fois à 2 dimensions et à 3 dimensions. Quand on regarde la comparaison entre les observations et les simulations, il semble qu'à forte densité, lorsqu'on a un nuage moléculaire dense, on serait plutôt à 3 dimensions, et puis dans les régions un peu moins denses, au bord des nuages, c'est plutôt un fractal à 2 dimensions. Donc on commence à comprendre déjà ce qu'est un petit peu la structure des nuages moléculaires. Alors ça, c'est à petite échelle. On l'a aussi dans les galaxies extérieures, à grande échelle. Ici, vous avez par exemple une image du nuage de Magellan, qui est une petite galaxie compagnon à la nôtre, à la Voie lactée. Et vous voyez des zones de formation d'étoiles où on a pu distinguer un grand nuage ici, puis un autre niveau qui se fragmente en 2 nuages, puis ensuite en 3 ou 4, etc., etc. On a pu classifier de façon hiérarchique ces fragments et on obtient une dimension aussi fractale de 1,6, 1,7 ou 2,3 lorsque c'est à 3 dimensions. C'est vraiment les étoiles qui sont en train de se former, qui se forment à partir des nuages moléculaires, conservent la structure un peu fragmentée, hiérarchique et fractale des nuages moléculaires. Ce qui a pu être fait aussi dans d'autres galaxies, comme NGC 2207, qui est une galaxie beaucoup plus lointaine. Cette fois-ci, il faut avoir beaucoup de résolution. Ça a été une image du télescope Hubble, par exemple. Vous voyez une galaxie où il y a un bras spiral ici, et toutes les petits clumps noirs, ce sont des régions ionisées qui émettent dans l'arrêt ionisé de l'hydrogène, H-alpha.
et qui trace les étoiles OB qui ionisent le gaz autour, donc des étoiles jeunes. Donc c'est vraiment des étoiles qui ont moins de 10 millions d'années et qui montrent qu'elles viennent de se former dans le nuage moléculaire. Et donc il suffit finalement de lisser, de rendre un petit peu flouter l'image pour retrouver la structure à un niveau supérieur, si vous voulez. Ici, vous avez le premier nuage qui a dû se fragmenter en plusieurs et puis se fragmenter encore. Vous voyez qu'on a au moins plusieurs niveaux. Et on a pu aussi mesurer une dimension fractale des nuages, mais pas des étoiles, hein, c'est des étoiles qui viennent de se former, donc c'est la structure du nuage. Alors, une fois que l'étoile est formée, elle va se désolidariser du nuage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la dissipation et le rayonnement des nuages. Les nuages sont très dissipatifs. Il y a des collisions entre nuages qui rayonnent, parce qu'il y a des chocs lorsqu'il y a une collision de nuages. Ces chocs rayonnent beaucoup d'énergie et le nuage perd de l'énergie, donc il est très froid. Dès qu'une étoile se forme, elle va être indépendante, elle va partir avec la vitesse à laquelle on l'a donnée à sa naissance, et les étoiles ne se rencontrent jamais. Il n'y a jamais de collision entre étoiles, c'est un milieu sans collision. Donc c'est un milieu qui va être un petit peu aléatoire, elle va se randomiser, un peu les vitesses vont se mettre un petit peu au hasard, et donc un système d'étoiles vieilles n'a plus de structure, c'est plutôt homogène, ça n'a pas une structure fractale du tout. Donc lorsqu'on voit des structures fractales ici, c'est que les étoiles viennent juste de se former à partir du nuage moléculaire qui, lui, est fractal. Alors, est-ce qu'on mesure dans la Voie lactée, où on peut compter les nuages un par un, est-ce qu'on mesure cette loi fractale, c'est-à-dire la masse d'une taille donnée, un nuage de taille R serait à la puissance D de la taille de ce nuage? Eh bien oui, ça a été obtenu depuis assez longtemps, depuis les travaux de Solomon, qui ont mesuré les nuages dans la Voie lactée. On a vu la cartographie de la molécule CO, donc on peut essayer de regarder tous les nuages. Il y en a au moins 4000 nuages géants, et chaque nuage géant se divise en plus petits nuages, donc il y a des milliers et des millions de petits nuages. Ils ont compté ces nuages et tracé un petit peu la masse des nuages en fonction de leur taille. Et on voit qu'en effet, ces nuages se répartissent sur une structure d'échelle qui représente le fractal. Et on peut aussi tirer la dispersion de vitesse à chaque échelle de chaque nuage. Donc sur l'arrêt qui correspond, on a la largeur en vitesse. Et on voit que c'est une fonction de la taille avec une loi de puissance 0,6. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez en quelque sorte une énergie à chaque échelle. L'énergie, ça va être la vitesse au carré. Donc vous avez une loi en 1,2, 1,2, qui ressemble beaucoup à ce que, par exemple, la théorie de Kolmogorov pour la turbulence des liquides et des fluides en laboratoire. Ça, c'est quelque chose de bien connu. Il y a une cascade d'énergie et toute l'énergie va être dissipée à petite échelle. Et lorsque la turbulence est incompressible, on a une certaine loi de l'énergie à une échelle donnée. Alors K, c'est l'inverse de l'échelle, c'est 2π sur une longueur d'onde, donc c'est l'inverse. Mais on voit qu'il y a une loi 5 tiers pour une turbulence incompressible, peut-être 4 tiers lorsqu'elle est incompressible, et ça ressemble beaucoup. Donc c'est assez satisfaisant, peut-être qu'il s'agit alors de la gravité qui est mélangée avec la turbulence, et sans doute est-ce dû à cet effondrement d'un nuage. Alors quand on regarde en combien de temps va s'effondrer un nuage, eh bien le temps de chute libre, si vraiment il y a une chute libre et qu'il n'y a rien qui contrecarre la gravité, le temps de chute libre, qu'on appelle free fall, ici TFF c'est le temps de chute libre, il est inversement proportionnel à la densité, à la racine carrée de la densité. Donc plus un nuage est dense, donc la densité ρ est dense, plus il va s'effondrer de façon courte, enfin avec une courte échelle de temps. Et puis si le nuage est peu dense, ça va prendre un certain temps. Donc pour donner des ordres de grandeur, si on a un nuage moléculaire de 1000 masses solaires, typique, dans un parsec ou 3 années-lumière, eh bien, on a un temps de chute libre de 1 million d'années. Si par contre, on a un nuage beaucoup plus petit qui vient de la fragmentation et qui est dans 10 AU, alors une AU, c'est une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc c'est quelque chose qui est à peu près la taille du système solaire, eh bien, vous effondrez en 1000 ans. Vous voyez que c'est des échelles assez courtes. Alors, si on s'imagine un nuage qui a, par exemple, en moyenne, une densité de 100, non pas de 1000, ça va prendre beaucoup plus, 10 millions d'années, et puis il va se fragmenter en 3 ou 4 morceaux, mais comme les morceaux sont beaucoup plus denses, ça va aller très très vite,
Et à la fin, les fragments finaux vont se fragmenter et se concentrer à une vitesse qui est incomparable avec le temps de chute libre du plus grande échelle. Donc finalement, c'est presque immédiat. Dès que la grande échelle commence à s'effondrer, finalement, elle se fragmente et toute la série va suivre très rapidement. C'est pour ça que peut-être on a cette structure fractale avec un nuage qui se fragmente en plusieurs, etc. Cette gravité est à l'origine de cette structure. Alors, maintenant, est-ce qu'on a vraiment le nombre d'étoiles à laquelle on s'attend avec ce temps de chute libre? Eh bien non. Eh bien non, et il en faut de beaucoup. Alors, par exemple, dans la Voie lactée, toutes les galaxies spirales en fait, se ressemblent. On mesure un taux de formation d'étoiles de 2 masses solaires par an. 2 étoiles comme le Soleil par an seulement. Or, on a une masse de gaz d'hydrogène moléculaire, c'est le combustible pour former des étoiles, qui est à peu près 2 milliards de masses solaires. Et on s'attend à ce que, puisque en gros, ces nuages moléculaires en moyenne feraient 100 particules par centimètre cube, 100 molécules par centimètre cube, eh bien on s'attend à une chute en 10 millions d'années. Finalement, on s'attend à 200 masses solaires par an de formation d'étoiles. Si vraiment la chute allait jusqu'au bout et on formait toutes ces étoiles. Donc le gros problème qui s'est posé aux astronomes quand ils ont fait ces ordres de grandeur, on voit bien que l'efficacité est très peu efficace. On a 100 fois moins d'étoiles que prévu. Donc si on met ce petit facteur epsilon qui est l'efficacité, c'est-à-dire que la masse qui, en un certain temps d'été, va dans les étoiles, qui normalement est proportionnelle à la masse de gaz que vous avez sur le temps de chute libre, eh bien, on n'en a que 1%. C'est efficace à 1% seulement. Pourquoi le gaz est si stable que ça et ne s'effondre pas par sa propre gravité? Eh bien, peut-être que justement, il y a de la turbulence, il y a des vitesses, de l'énergie cinétique qui contrecarrent la gravité et qui empêchent. On voit que, par exemple, dans le Soleil, vous avez une grande pression thermique qui est due aux énergies des réactions nucléaires qui se produisent. Et donc, la pression compense la gravité. Donc là, on pourrait penser aussi qu'il y a une pression due à la turbulence qui compense en partie la gravité. Et donc, on n'arrive jamais à effondrer jusqu'au bout. Il y a aussi le champ magnétique. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette énergie de turbulence, elle va cascader aux petites échelles, elle va se dissiper, et au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Eh bien non. Cette turbulence se maintient. Pourquoi? Parce qu'une galaxie est toujours alimentée en gaz. Alors, on a une petite image ici d'une galaxie vue par la tranche. Donc, l'image en noir et blanc, c'est une vue optique. Et puis, les contours ici, c'est l'hydrogène atomique que l'on a cartographié. Vous voyez que l'hydrogène atomique arrive dans un plan un petit peu tordu. Pourquoi? Parce que c'est du gaz qui nous arrive des filaments cosmiques. Vous savez que les galaxies se forment dans des filaments aussi, d'un web cosmique, une toile cosmique. Et donc, ils arrivent avec un moment angulaire qui n'est pas le même que celui de la galaxie. Donc, ils arrivent à s'équilibrer, à se mettre à la même direction pour être dans le plan. Mais vous voyez qu'on s'aperçoit qu'il y a en effet du gaz qui arrive sans cesse. Et donc, ce gaz, lorsqu'il va tomber, il y a de l'énergie gravitationnelle qui va redonner de l'énergie cinétique. Et cette turbulence, elle est sans cesse renouvelée, ce qui est un bon point d'ailleurs, puisque s'il n'y avait pas de gaz qui arrivait sans cesse des filaments, eh bien, les galaxies auraient terminé leur formation d'étoiles depuis longtemps. La Voie lactée, par exemple, aurait épuisé son gaz, elle formait toutes les étoiles il y a des milliards d'années. Or, elle en forme toujours, et toutes les galaxies spirales en forment toujours. Donc, au début de l'univers, il y avait certainement beaucoup plus de gaz qui tombait, mais aujourd'hui, il en tombe encore, puisqu'il y a de l'expansion, et donc les filaments sont moins denses. Mais les galaxies sont toujours alimentées, et c'est peut-être ça qui crée cette turbulence et qui empêche l'efficacité de la formation d'étoiles. Alors, il y a aussi le rôle du champ magnétique. Ici, vous avez des simulations avec le champ magnétique aussi. Il a une action stabilisante, mais il ne peut pas empêcher collapse complètement, parce que vous avez par exemple un champ magnétique avec un disque qui commence à se former. Dans la direction du champ magnétique, il n'y a rien qui va empêcher le gaz de tomber. Vous aurez dans l'autre direction, vous avez la constante du flux. Vous savez que B et la surface, le champ B et la surface va être constante, c'est l'équation de Maxwell. Et donc, lorsque vous essayez de comprimer le gaz dans cette direction-là, il va résister, puisque B va augmenter et la surface diminuer. Par contre, dans cette direction, pas du tout.
Donc le principal critère qui est ici donné, c'est que le champ B croît avec la densité, parce que si vous faites croître la densité, vous allez réduire la surface aussi. Et donc, dans les deux dimensions de surface, vous avez en effet une concentration de B. Mais par contre, la troisième dimension, non. C'est pour ça que vous avez un 2/3 ici. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une simulation de Gomez et collaborateurs d'un filament de gaz moléculaire et vous voyez des sillons aussi qui vont montrer la direction du champ magnétique. Et un petit peu zoomé ici, vous avez un filament. Et donc, le champ magnétique et la matière vont tomber et vont faire un petit peu comme un U ici. C'est ce qu'on voit des U à travers le filament. Alors vous allez me dire, il n'y a vraiment que les particules chargées qui correspondent, qui répondent à ce champ B. Le milieu neutre n'y est pas très sensible, mais il faut dire qu'on a toujours une ionisation résiduelle dans le milieu interstellaire neutre, parce qu'il y a des rayons cosmiques, parce qu'il y a des étoiles qui ionisent, etc. En gros, 10-7, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça suffit. Donc les ions vont suivre le champ B, et par contre, les neutres, par collision, vont être solidaires des ions et vont suivre un peu, pas autant que s'il y avait un plasma, par exemple, mais il va y avoir un effet quand même du champ magnétique. Alors par exemple, les simulations montrent, ici vous avez une collision de deux nuages moléculaires qui arrivent avec une vitesse relative V0 et moins V0 ici. Et évidemment, on pense que les collisions sont une façon de faire concentrer le gaz et former des étoiles. Certains disent que les étoiles se forment surtout à la collision de nuages moléculaires. Alors, est-ce que le champ magnétique pourrait intervenir? Oui, il peut intervenir, sauf si le champ B est parallèle à cette vitesse. À ce moment-là, il passe sans voir le champ B. Et à ce moment-là, on peut avoir du gaz froid qui se forme ici en vert par rapport au gaz chaud. Donc, on a condensation du gaz sans avoir de modération du champ B. Par contre, si vous avez un angle θ qui est ici là, indiqué, évidemment, on va avoir un effet du champ B qui va retarder la collision. Donc il y a un angle critique entre B et la vitesse de collision pour que justement on ait un effet du champ magnétique. Évidemment, ça fait 15 degrés pour 1 microgauss. 1 microgauss, c'est un petit peu c'est très très petit le champ magnétique dans le milieu interstellaire. C'est l'ordre de grandeur. Évidemment, cet angle dépend du champ B. Mais on voit que les simulations montrent bien l'influence de ce champ B sur l'effondrement des nuages pour former des étoiles. Alors, on a aussi mesuré le champ B de diverses façons. Ici, vous avez une belle image faite à partir du satellite Planck, qui a regardé tout le ciel en micro-ondes, qui a, par exemple, cartographié la poussière. Ici, vous avez des filaments de poussière. Le rayonnement de la poussière est polarisé. Alors, pourquoi il est polarisé? C'est que ces petits grains de poussière, on en a représenté un ici, ils n'ont pas de forme, ils ne sont pas sphériques, ils ne sont pas alignés, enfin, ils ne sont pas isotropes. Et on pense que dans ces petits grains, peut-être on a un petit peu de fer, on pourrait avoir un élément paramagnétique qui pourrait s'orienter, ou aussi, certains ont pensé que le principal moyen d'aligner les grains, c'est d'avoir, on a un rayonnement ici qui arrive polarisé circulairement, gauche ou droit, et comme le grain n'est pas du tout homogène, eh bien, il va être sensible à une polarisation droite ou gauche, l'une ou l'autre, mais pas les deux, et donc il va se mettre à tourner. Et s'il tourne, il va précesser autour du champ B de cette façon-là. Donc on va avoir un alignement des poussières, et lorsque les poussières sont alignées, évidemment, les poussières qui rayonnent vont donner un rayonnement polarisé, et c'est ainsi qu'on peut tracer, vous voyez, ces sillons que l'on trace superposés à l'émission des poussières montrent bien l'orientation du champ B. On voit un petit peu ce U qu'on avait prédit dans les simulations, qui sont à chaque filament, on voit ces ondulations qui représentent bien ce champ. Alors comment on mesure l'intensité du champ? Mais il y a plusieurs façons. Vous pouvez regarder l'effet Faraday qui tourne l'émission polarisée proportionnellement au champ qui est entre l'émetteur et vous, ou alors par effet Zeeman, ou je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut mesurer l'intensité du champ B et aussi son orientation, sa direction. Alors pour les simulations de formation d'étoiles, donc toujours on est à ce problème, pourquoi les nuages moléculaires ne sont pas assez efficaces pour former des étoiles? Mais on a essayé d'aborder le problème par simulation. Vous avez ici des simulations avec un cube de nuages moléculaires qui sont à peu près homogènes au départ, qui vont former des filaments
ici, vont se concentrer par la gravité. Ici, vous avez des ordres de grandeur de quelques millions d'années. Et puis, au moment donné, vous avez, à l'intérieur des filaments, vous avez des condensations beaucoup plus denses qui tombent en dessous de la résolution des simulations. Donc, on met un point noir. On permet à ce point quand même d'accréter encore du gaz, mais on ne peut pas traiter l'étoile, on n'a pas assez de résolution. Mais en tout cas, on peut compter le nombre d'étoiles qui se forment, et il s'en forme toujours un peu trop. Il montre bien, là, quel que soit le code de gaz que vous ayez pour simuler cette formation d'étoiles, il est impossible d'empêcher les cœurs denses de se former. Ils s'en forment beaucoup plus avec une efficacité bien plus grande que 1%. Donc c'est toujours un problème, quel que soit le champ magnétique que vous ajoutez. Ou alors il faut rajouter énormément plus de turbulence, ce qui est beaucoup supérieur à la turbulence que l'on observe dans le milieu interstellaire. Ici, par exemple, il y avait quelques turbulences induites à certaines échelles, je ne rentrerai pas dans le détail, mais quelle que soit la turbulence que vous insérez, même si elle est très très grosse, ça n'empêche pas l'effondrement et on n'a pas résolu le problème. Même si cette turbulence peut être aussi due à la rétroaction des étoiles. Une fois que l'étoile s'est formée, que se passe-t-il? Il va y avoir d'abord un vent stellaire, il va y avoir aussi une supernovae qui explose à la fin de la vie d'une étoile massive, ça peut arriver en 10 millions d'années. Donc cette supernovae peut pousser le gaz et recréer encore beaucoup de turbulences. Mais tout ceci n'est tout de même pas suffisant. Ce qu'on apprend quand même en faisant ces simulations, c'est la loi de puissance, de masse d'étoiles qu'on forme. C'est ce qu'on appelle IMF, c'est Initial Mass Function, c'est-à-dire le nombre d'étoiles que l'on forme à une masse donnée. Alors les observations nous disent, et ça c'est une courbe des observations, qu'on a une loi de puissance, c'est-à-dire que le nombre d'étoiles en fonction de la masse, c'est une loi en log qui est une droite, et la pente de cette droite, c'est plutôt 2,3, moins 2,3, c'est ce qu'on appelle loi de Salpeter. Alors il y en a certaines qui prennent aussi des étoiles petites masses. On a aussi une coupure, comme vous le savez, en dessous de 0,1, en dessous de 0,08 masse solaire. On ne peut plus former d'étoiles. On a des naines brunes, mais on n'a plus assez de gravité pour ces petites étoiles pour former des réactions nucléaires, donc il n'y a plus d'étoiles. Donc là, il y a une coupure ici. Et puis, il y a cette loi de puissance. Alors, dans ces simulations, on peut avoir le nombre d'étoiles formées en fonction de leur masse. Et on a quelque chose, bon, c'est très bruité, on voit bien, mais qui ressemble peut-être à cette loi. Et certains ont essayé de voir si c'était seulement la loi fractale du nuage interstellaire qu'on retrouvait là. Et en effet, c'est possible. Alors, le gros problème, c'est que cette loi, le nombre d'étoiles de masse donnée que l'on forme, elle est universelle. Quel que soit le lieu dans la Voie lactée, ou même dans d'autres galaxies, ou même quand on regarde un petit peu dans le temps et qu'on remonte jusqu'au Big Bang, on n'a aucun élément qui montre que cette loi de formation d'étoiles, le nombre d'étoiles que vous formez en fonction de leur masse, est différente. C'est vraiment une loi universelle et on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Alors il y a plusieurs hypothèses. Ici, on forme des étoiles dans un filament cosmique. Alors soit on forme les étoiles isolées, à ce moment-là, ça dépendrait de la densité du gaz dans lequel c'est formé, il y aurait quelque chose qui ne serait pas du tout universel. En fait, la plupart des étoiles se forment dans un amas. Dès qu'on forme un cœur, enfin un ensemble de cœurs, il y a plutôt un amas d'étoiles. On va voir, on a des chiffres pour le savoir, combien d'étoiles sont dans les amas, combien d'étoiles sont seules. Et puis, ce qu'on pense aussi, c'est qu'une fois qu'on commence à former des étoiles, au bout d'un moment, il n'y a plus de gaz dans les nuages. Et donc, il y a ce qu'on appelle une accrétion compétitive, c'est-à-dire qu'il y en a les premiers, ici la masse en fonction du temps. Vous voyez que la première étoile qui se forme, eh bien, elle sera la plus massive parce qu'elle a pris tout le gaz qu'il y avait et après il n'en reste plus pour les autres en quelque sorte. Donc là, il y a aussi, il faut prendre en compte que le réservoir de gaz n'est pas infini et qu'on ne peut pas former toutes les étoiles autant massives que l'on veut. Donc il y a cette accrétion compétitive qui joue aussi un rôle, on va le voir. Et finalement, quand on essaie d'expliquer un petit peu intuitivement pourquoi il y a cette loi de fonction initiale de masse qui est à peu près universelle, eh bien, il se pourrait que ce soit simplement la loi de Bondi. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Bondi? C'est lorsqu'on a une masse qui commence à s'effondrer, on va le supposer que c'est isotrope, et qu'elle accrète de la masse en fonction de la densité du gaz qu'il y a autour et en fonction de la vitesse à laquelle le gaz tombe. Bon, ça c'est facile, on regarde un petit peu ça, et ça nous montre que
le taux de croissance de la masse, lorsqu'il la crête par gravité, est proportionnel à sa masse, ce qui est logique, puisque plus vous êtes massif, plus la gravité est grande, et donc vous attirez plus de gaz. Donc jusque-là, ça va. Avec une certaine puissance alpha. Pour la loi de Bondi, c'est alpha égale 2. Et donc, ça va croître de façon exponentielle, en quelque sorte, si alpha égale 1, et même encore plus si alpha est supérieur à 1. Et quand on regarde qu'on va s'arrêter à un moment donné, puisqu'il n'y aura plus de gaz, à ce moment-là, on s'arrête lorsque dn sur dt est une certaine valeur, et on voit que la loi nombre d'étoiles de masse donnée, elle est en m plus alpha, donc ça va être moins 2. Tout à l'heure, on a vu que c'était moins 2,3, donc finalement, on n'en est déjà pas loin. Avec un modèle très simple avec les mains, on arrive à expliquer un petit peu cette loi de Solpeter, qui est le nombre d'étoiles en fonction de la masse donnée, qui s'approche. Alors évidemment, c'est très simpliste, puisqu'on n'a pas pris en compte la turbulence, on n'a pas pris en compte les effets d'autoréaction des étoiles, et puis peut-être aussi les éjections des protoétoiles du filament. Alors ça, c'est un effet qui a été observé. Les étoiles ne restent pas forcément dans leur filament. On forme les étoiles dans le filament. Par exemple, ici, c'est le filament d'Orion, qui a un S caractéristique. Alors pourquoi ces filaments sont un petit peu tordus? C'est qu'il y a un certain équilibre entre la gravité qui, à cette échelle-là, est un petit peu plus faible que lorsqu'on est à l'intérieur du filament, et puis le champ magnétique. Donc il va y avoir des oscillations un peu transverses. On voit que les protoétoiles sont toutes dans les filaments, et puis dès qu'on a formé les étoiles un peu plus lourdes, eh bien elles sortent, on les voit sortir. Et cette remarque nous dit qu'on désolidarise l'étoile, et finalement elle n'a plus de gaz puisqu'elle est sortie du réservoir de gaz. Donc c'est une façon d'arrêter, donc il faut prendre en compte tous ces effets. Le mécanisme, c'est celui-ci. Vous voyez que vous avez un filament qui est un petit peu tordu, les proto-étoiles, enfin les petits cœurs denses vont se former dans le filament. Une fois qu'ils ne sont pas encore bien désolidarisés, pas encore compacts, ils suivent le filament dans leur oscillation avec le champ magnétique. Et puis, lorsqu'on a vraiment formé une protoétoile, eh bien, elle est indépendante, elle sort avec la vitesse qu'on lui a donnée à ce moment-là, et puis elle est libérée du filament. Elle n'a plus de gaz, donc elle va s'arrêter à cette masse-là. Donc on voit qu'on n'a pas quelque chose de complètement libre. Le réservoir de gaz est très important pour savoir à quelle masse on va former l'étoile. Et puis, une fois qu'elle est partie, elle va être randomisée. Alors ce principe-là a été confirmé par les vitesses qu'on peut mesurer avec ces étoiles. Ici, vous avez la vitesse en fonction de la position. Vous voyez que les étoiles en bleu ont une vitesse beaucoup plus grande que la vitesse qu'il y a sur le filament. Donc elles sont en train de partir et elles sont en train d'être éjectées, en quelque sorte. Donc on a un effet de fronde, en quelque sorte, qui éjecte les étoiles. Alors il y a aussi, à plus grande échelle, on a des destruction des nuages moléculaires par l'effet de rétroaction des étoiles. Vous avez un très bel exemple dans le nuage de Magellan, le grand nuage Magellan ici. C'est toute la galaxie observée avec l'arrêt de H-alpha, qui est l'arrêt de gaz ionisé. Autour des étoiles, ici, vous avez une région de forte formation d'étoiles, où il y a énormément de radiation, et puis vous avez des vides, en fait, comme des trous, en quelque sorte, qui ont été faits. Quand on regarde de près, c'est un petit peu ce genre-là, où vous avez des étoiles qui viennent de se former au centre, et en général se forment dans un amas. Donc, lorsque vous avez une explosion de supernovae, vous en avez un certain nombre qui explosent, donc une série de supernovae, et qui soufflent le gaz environnant. Donc, c'est un peu ce qui se passe, c'est une bulle, en quelque sorte. Donc, vous allez détruire votre réservoir de gaz. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va stopper l'accrétion et va contraindre les masses des étoiles formées. Alors la simulation a été faite de ce genre de feedback, ce qu'on appelle rétroaction, c'est-à-dire la formation d'étoiles rejette le gaz qui lui a donné naissance. Vous avez ici une simulation d'un filament avec la densité volumique, la densité de surface, la température, on voit que le filament est froid, et puis on a le gaz ionisé, le gaz atomique, le gaz moléculaire, qui s'est formé ici, et puis aussi, c'est ce qui est très intéressant, le monoxyde de carbone, parce que ce qu'on observe, c'est le monoxyde de carbone, et puis aussi un peu le EH1. Donc là, ce qu'on a pu mettre en évidence dans les modèles tels celui-là, c'est que les paramètres physiques qui jouaient pour le gaz moléculaire, c'est surtout la gravité et puis un peu de turbulence. Par contre, tout le champ magnétique et l'énergie thermique, c'est plutôt dans le
gaz diffus qui est atomique autour. Ici, vous en avez l'influence du champ magnétique. Ici, c'est uniquement hydromagnétique, donc c'est un nuage moléculaire différent, avec seulement de l'hydrodynamique, sans champ magnétique. Et avec MHD, c'est le champ magnétique. Vous voyez que le champ magnétique va être responsable de structures beaucoup plus diffuses autour des filaments. Un peu la même chose pour tous ces filaments-là. Et lorsque on peut quantifier cet élément-là, on voit bien qu'en fonction de la densité, si vous avez quelque chose qui est hydrodynamique en rouge, vous avez beaucoup moins de gaz diffus et plus de gaz dense, alors que lorsqu'il y a des champs magnétiques, c'est le contraire. Donc on arrive à un petit peu connaître ce qui est dû au champ magnétique, qui empêche la formation d'étoiles, ce qui est dû à la turbulence, et tous ces éléments qui sont encore mystérieux, et on voudrait savoir quantifier lequel domine pour interdire les formations d'étoiles. Alors comment on fait pour repérer les filaments? Vous voyez dans ce cube ici, c'est assez difficile, mais il y a des algorithmes qui permettent de savoir si vous avez des plans, comme ça, des filaments, des surfaces. Alors en surface, vous l'avez en bleu, vous avez des filaments en rouge qui sont à 3 dimensions. Et on peut ainsi déterminer, comme l'ont fait Ganguly et al., ces structures. Alors maintenant, j'en viens à plus grande échelle, donc la relation de Schmidt-Kennicutt. Alors Schmidt était quelqu'un qui avait une grande intuition. Il avait regardé un peu le taux de formation d'étoiles. Il s'est dit, sans doute, la formation d'étoiles, le taux de formation d'étoiles doit être proportionnel à la densité volumique de gaz. Alors, la densité volumique, on ne l'a jamais, on a toujours la densité surfacique. Donc, ce qu'on va essayer de vérifier, c'est la densité surfacique de taux de formation d'étoiles et la densité de gaz. Ça, c'est une relation qui a été obtenue en prenant dans chaque galaxie, chaque pixel de galaxie. Donc, on arrive à prendre des galaxies comme Messier 51 où on peut résoudre la galaxie en petits pixels. Donc, chaque pixel, c'est un point. Si on a une grande galaxie lointaine, ce sera un point. Et vous voyez qu'il y a bien une relation linéaire entre la densité de gaz et le taux de formation d'étoiles, ce qui est très logique. Par contre, ce que pensait Schmidt, c'est qu'on aurait une loi qui ne serait pas linéaire, qui serait au carré. Pourquoi? Parce qu'il pensait que les nuages moléculaires devaient se rencontrer et faire une collision. Donc c'est proportionnel à n au carré. En fait, on s'aperçoit que c'est linéaire, c'est n égale 1. Donc c'est proportionnel carrément. Alors, comme c'est proportionnel, on peut en déduire le temps de consommation du gaz, c'est-à-dire au bout de combien de temps tout le gaz, et le gaz présent, en tout cas, s'il n'en arrive pas d'autres, le gaz présent est consumé dans la formation d'étoiles. Eh bien, vous voyez que ici, on a un temps de 10 milliards d'années, pas beaucoup de formation d'étoiles, et ici, 100 millions d'années. Donc, en gros, on a quelque chose qui est 2 milliards d'années, c'est le temps de consommation du gaz. C'est très long, pourquoi? Parce que la formation d'étoiles est très peu efficace. C'est ce qu'on voit ici. Alors on voit que c'est linéaire jusque-là, et puis là, il se passe quelque chose. Vous voyez, on est à une densité de surface de gaz total, atomique et moléculaire, qui est de l'ordre de 10 masses solaires par parsec carré. Et à ce moment-là, le gaz devient diffus et devient atomique. On voit que la loi n'est plus vérifiée, et c'est en effet ce qu'on voit ici. Si on sépare le gaz atomique et le gaz moléculaire, ici, la densité de surface du gaz H1 et H2, on voit que ça ne dépend pas beaucoup. Enfin, du moins, c'est presque vertical. Il y a un taux de formation, quelle que soit cette densité-là. Par contre, ici, on a bien quelque chose qui est linéaire. Alors, vous voyez que le gaz moléculaire, en effet, est quelque chose qui, dans la galaxie Messier 51, qui est une vraie image obtenue avec le télescope de l'IRAM européen, on voit que le gaz moléculaire est très, très, très fin pour former les bras spiraux et très concentré, et c'est là que se forment les étoiles. Et on le voit dans les images du Hubble Space Telescope. Alors là, il y a quelque chose aussi qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on forme une étoile, eh bien, parfois le gaz est rejeté. Donc ce n'est pas forcément là où il y a une étoile qu'il y a du gaz. Et c'est pour ça que cette loi taux de formation d'étoiles en fonction de la densité du gaz, elle doit être prise à grande échelle, au moins 200 parsec, parce que sinon, on a vu tout à l'heure, il y avait des étoiles, mais il n'y avait plus de gaz parce qu'il y avait une bulle. Et donc, ça, dans les galaxies, c'est ce qui se passe. Par exemple, lorsqu'on a du gaz seul, l'émission de CO toute seule, ce sera du bleu. Lorsqu'on a des étoiles jeunes qui se forment et qu'il n'y a plus de gaz, ce sera rouge. Et lorsqu'ils sont ensemble, ce sera rose. En fait, on aimerait qu'ils soient ensemble, que l'on puisse calculer quelle est
le taux de formation d'étoiles pour une masse de gaz donnée. S'ils sont séparés, ça ne va pas être possible. Et vous voyez que d'une galaxie à l'autre, tous ces camemberts, ce sont des galaxies différentes. Eh bien, parfois, il n'y a que du rouge, donc que des étoiles, il n'y a pas de gaz. Parfois, c'est le gaz qui domine, ou ensemble, ce n'est pas forcément la majorité. Donc, il faut prendre cette loi de Schmidt-Kennicott à grande échelle, au moins une ouverture de 140 parsecs. Et c'est ce qu'on voit aussi sur cette image-là. Quand on regarde à très petite échelle, ici on a des nuages qui ont formé des étoiles qui n'ont plus de gaz, des nuages de gaz qui ne forment pas d'étoiles, des roses et des jaunes, et donc c'est pour ça qu'on a une efficacité de formation d'étoiles qui est très très différente. Et puis au bout d'un moment, lorsqu'on a une échelle plus grande, eh bien, on va moyenner sur toutes les régions, et là on aura la vraie relation. Le gaz est parti, mais il n'est pas encore très loin, donc on peut retrouver notre relation avec une grande ouverture. Alors ça, c'est ce qu'on a obtenu dans les galaxies extérieures. Ici, il faut remarquer que dans la Voie lactée, on n'obtient pas du tout la même loi. Ici, on avait dit que c'était une loi linéaire. On obtient une pente très différente. Pourquoi? Parce que dans la Voie lactée, on n'a pas l'émission à grande échelle et on choisit toujours les cœurs qui forment le plus d'étoiles. Donc il y a un biais. Ici, dans les cœurs denses, on a une efficacité de 3 à 6%, et quand on est juste dans le cœur qui a formé les étoiles, on a beaucoup plus d'efficacité. Donc, il faut faire attention à tous les biais lorsqu'on regarde à très petite échelle. On a une loi qui n'est pas du tout linéaire, alors que dans les galaxies extérieures, cette loi est vraiment linéaire. Alors maintenant, on va s'intéresser à petite échelle, la troisième partie, si on a un petit peu de temps. Eh bien, on va regarder les étoiles une par une. Alors, pour avoir la relation voir les étoiles une par une, il faut rester dans la Voie lactée, notre galaxie. Et ici, on a regardé cela avec l'infrarouge. L'infrarouge, c'est la poussière qui émet à 24 microns de longueur d'onde, que vous voyez en rouge. En vert, on a ces fameuses grosses molécules qu'on appelle polyaromatiques hydrogène ici, et puis les étoiles en bleu. On va regarder un petit peu l'échantillon de tout ce qu'on s'attend à voir. Lorsqu'on a un nuage, eh bien, on s'attend à trouver une émission en millimétrique, en continuum millimétrique, la poussière qui est chauffée à 10-20 degrés. Donc, ce n'est pas encore une étoile. Alors ici, ce que vous voyez, c'est l'émission que l'on observe, et ici, c'est ce qu'on imagine être, qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas la résolution. Donc ici, on a un nuage, et ce nuage, c'est la poussière chauffée, il émet en millimétrique. Ici, on a la longueur d'onde, c'est du millimètre. Et puis, lorsqu'on a un cœur chaud qui se forme, alors il va se déplacer à une température plus chaude. Et lorsqu'on a une protoétoile qui vient, alors on a le corps noir qui va être l'étoile ici, encore plus chaude ici, plus ou moins. Et puis autour, on a un disque de poussière, qui est toujours l'émission en rouge, là, des poussières qui émettent en infrarouge. Donc vous voyez, ce qu'on voit, c'est à la fois de l'émission infrarouge proche et visible, qui correspond à l'étoile, et puis quelque chose d'infrarouge un peu moyen et puis long, qui correspond au disque, et puis peu à peu, il n'y a plus de disque, il n'y a plus qu'une étoile. Alors il peut y avoir aussi un disque de débris. Alors ça, c'est autre chose. Lorsque l'étoile a rayonné, elle va souffler par sa pression de radiation toutes les étoiles, il ne va plus en rester de la poussière originelle. Par contre, il va rester des cailloux qui vont former des planètes, et ces planètes vont en collision, vont reformer des débris, et c'est ce qu'on va voir là, ce disque de débris, mais qui est un petit peu comme le Soleil, en fait, on a ce genre de disque. Donc on va essayer de retrouver un petit peu ces diverses classes d'objets. Alors vous voyez ici, c'est les couleurs en infrarouge. Ce qui est très froid est ici, c'est la classe 1. Puis ensuite, vous avez la classe 2, puis vous avez les disques d'étoiles, les transitions entre les disques. Et voici un nuage moléculaire dans lequel on voit donc en rouge la poussière, et puis les étoiles qu'on a formées. En vert, ça va être les classes 2, celles qui ont quand même pas mal de poussière dans le disque, et puis des étoiles en bleu ici. Donc le plus grand nombre d'objets, ça va être la classe 2, comme on va le voir. Ici encore une identification des classes. En rouge, la classe 1, celle qui a encore beaucoup de poussière, qui n'est pas protoétoile. Et puis en vert, vous voyez un petit peu, c'est le vert qui domine, les classes 2, les protoétoiles. Et puis en fait, en classe jaune, c'est l'étape supérieure, la classe 3. Alors il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Je vais aller un petit peu vite parce qu'il ne reste plus que quelques minutes. Je crois que je n'ai pas été assez rapide. Ici, on a par exemple des nuages comme le Taureau qui forment très peu d'étoiles.
Et lorsqu'on voit un petit peu dans cette détermination de ces classes, on voit que finalement les étoiles sont très très dispersées. Vous voyez que dans un nuage comme Rho of Focus, on a ces étoiles très concentrées. On commence peut-être à comprendre pourquoi il se forme plus d'étoiles dans ce nuage-là que l'autre. Et quelle est la grégarité, si vous voulez dire, les étoiles sont grégaires, elles se forment ensemble, et en effet on voit que presque la moitié des étoiles se forment dans un amas de nombre supérieur à 100. C'est-à-dire que des amas d'étoiles, il y en a plus que 100. Donc c'est des gros amas. Ici, 33% inférieur à 10. Vous voyez que les étoiles isolées ne sont pas la majorité du tout. Donc on forme vraiment des étoiles en amas. Et donc on va revenir sur cette évolution d'effondrement du nuage, un scénario en classe. Et puis on voit que ce qui se passe, non seulement le nuage s'effondre, mais le gaz perd un petit peu de son énergie et le moment angulaire, lui, il est conservé. Donc on va aplatir le gaz dans un disque, ici, et puis pour évacuer le moment angulaire, on va avoir un flot de masse dans la direction perpendiculaire. Alors ici, c'est une classe 1. On voit l'âge à peu près à partir de l'effondrement. Et finalement, c'est dans cette classe-là, classe 2, où on va commencer à former les planètes. C'est ces fameux disques protoplanétaires que l'on va regarder. Et on voit des sillons. Les sillons, ce sont les résonances que forment les planètes en formation et qui repoussent un petit peu la poussière environnante. Donc ça, on va avoir des images avec ALMA de cette poussière. Et puis en fait, on va tomber sur le système solaire, par exemple. Alors je passerai un tout petit peu vite ici sur la façon dont on regarde dans le spectre l'étoile qui est en jaune ici et la poussière. On a plusieurs en fonction de la température. Ici, on a évidemment une température de poussière qui ne peut pas dépasser 2000, parce que si on s'approche trop de l'étoile et qu'on est supérieur à 2000, la poussière est sublimée, la température de sublimation de la poussière. Et puis, évidemment, ça dépend de la poussière, si elle est à petit grain ou à gros grain, on peut avoir quelque chose de plat. Donc, on a un spectre plat, on a une classe de protoétoiles à spectre plat. Vous voyez un petit peu toute la diversité que ces classes donnent. Ici, vous avez des étoiles en formation avec des disques. C'est ce qu'on appelait les proplides ou les disques protoplanétaires. Donc, vous voyez que c'est vraiment très divers. Ça a été des images qui nous ont été données par le télescope spatial Hubble. Là, on fait des simulations aussi pour connaître la structure verticale. Vous voyez une simulation où la poussière ne se voit pas lorsque le disque est vu de face, mais lorsqu'il est vu de profil, on voit que le disque s'évase et devient de plus en plus épais en fonction du rayon, simplement parce que la gravité est moins forte et on a moins de force de recul. On peut aussi, par exemple dans ces travaux récents, regarder un petit peu la structure verticale et les sillons. Donc, il masque un petit peu ce qu'il y a dans le plan pour mieux voir dans la structure verticale. Et vous voyez que dans la structure verticale, on s'aperçoit qu'il y a moins d'opacité à certains endroits, donc des sillons, en fait. Et ces sillons, on va les voir de façon directe ici. Ça sont des super images, ce n'est pas une simulation, c'est des images de disques protoplanétaires qui ont été cartographiées par ALMA. Donc c'est l'émission continuum de la poussière. Et tous ces sillons sont vrais. Sans doute des petites planètes naissantes sont en train de former leurs sillons. On peut parler des rigoles ou des sillons, ça s'appelle gap en anglais. Et ça, c'est une étoile Thétauri de classe 2 qui a son système protoplanétaire en formation. Alors je passerai là-dessus parce qu'il ne me reste encore que 2 minutes. On a détecté des tas de molécules SO, CS, parfois de façon pas symétrique du tout. Et puis aussi, on voit très bien les éjections perpendiculaires au disque. Je passerai un petit peu. Ici, c'est une très très belle image d'un prototype de cette classe 2 qui est le plus fréquent. Alors pourquoi il est plus fréquent? C'est que dans les phases de formation, c'est là que l'étoile passe le plus de temps. La classe 1 est plus rapide, la classe 2 prend du temps. Donc c'est là qu'on obtient le plus d'événements. Et finalement, donc, on a ce schéma dont va parler beaucoup Sylvie Cabri tout à l'heure dans son séminaire. Donc je fais la transition. Ici, on a donc ces classes 0. Et puis vous voyez que lorsqu'on a ce disque en formation, on a ce flot bipolaire que l'on observe dans ces classes 2 avant d'avoir finalement le disque de débris et l'étoile en formation.
Donc, il y a une superbe image ici du James Webb télescope où on voit autour de l'étoile en formation, ici est un disque protoplanétaire, vous avez l'éjection de poussière qui émet des cavités ici, des filaments. Ici, il y a moins de poussière, c'est pour ça que c'est bleu, mais on a des superbes images qui nous donnent des formes très spectaculaires. Donc, je termine ici. On voit qu'on comprend mieux comment se forment les étoiles. Dans les nuages moléculaires, on sait qu'il y a des structures tout à fait fractales qui correspondent à la fragmentation récursive d'un nuage moléculaire géant en petits nuages, petits fragments, etc. Mais par contre, les nuages sont beaucoup plus stables que prévu. L'efficacité de formation d'étoiles n'est que de 1%. On pense que c'est dû au champ magnétique, à la turbulence, mais on n'a pas encore tout compris. Et puis, lorsque finalement le cœur s'est effondré, que se passe-t-il? Donc, dans le disque protoplanétaire, on doit sans doute évacuer beaucoup de moments angulaires dans ce flot bipolaire. Et donc, on va en apprendre plus avec le séminaire qui suit. Merci beaucoup.